Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Les Nations Unies demandent 2500 soldats et policiers supplémentaires pour renforcer leur mission au Mali. La MINUSMA est devenue l'une des missions les plus dangereuses au monde. Rien qu'au mois de mai, 12 casques bleus sont morts et les attaques s'intensifient. Au Burundi, un nouvel ultimatum du président Nkurunziza. Il donne 15 jours pour désarmer aux rebelles de la commune de Mugamba, considérés comme le dernier foyer de la rébellion. Face à la dégradation de la situation, les États-Unis annoncent qu'ils ont ajouté 3 Burundais, dont un haut responsable de la sécurité, à la liste des personnes sous sanction. Notre invité, Thierry Vircoulon, l'un des auteurs du rapport d'ICG sur le Burundi, qui met en garde contre la radicalisation et un retour des violences ethniques dans ce pays. Des super-héros made in Africa, un fief de Boko Haram comme décor, l'industrie des jeux vidéo mais aussi des jeux pour tablettes et téléphones portables se porte très bien. Au Nigeria, un reportage sur des jeunes créateurs qui ont senti toutes les potentialités de ce secteur. Comment arrêter l'hécatombe au Mali? Le secrétaire général de l'ONU appelle à un renforcement de la mission de l'ONU dans ce pays au lendemain d'une nouvelle attaque qui a coûté la vie à 4 personnes, dont un casque bleu, et 4 civils qui travaillaient pour l'ONU. En quoi pourrait consister ce renforcement? Les précisions de Nicolas Germain. Les attaques de mardi à Gao l'ont encore prouvé. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, est l'une des plus meurtrières de l'histoire pour les casques bleus. Le secrétaire général demande au gouvernement malien et ses partenaires de mener une enquête efficace pour que les coupables rendent des comptes. Il demande aussi au peuple malien de fournir des informations aux autorités. Ban Ki-moon souhaite renforcer la MINUSMA. Il a émis plusieurs recommandations. L'envoi de 2000 casques bleus supplémentaires, leur nombre total atteindra alors 13 200. Ban Ki-moon veut 480 policiers supplémentaires au sein de la mission et il compte redéployer les 650 soldats de la force de réaction rapide de Côte d'Ivoire au Mali. Pour le chef de la MINUSMA, le problème principal, c'est l'accord de paix de l'an dernier qui piétine. Signé entre le gouvernement et les ex-rebelles Touaregs, il était censé affaiblir les djihadistes. La meilleure façon de combattre les terroristes, de les isoler, c'est la mise en œuvre effective de l'accord de paix. Et toute minute, tout temps perdu pour la mise en œuvre de cet accord est autant du temps gagné par les ennemis de la paix. Le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU au Mali doit être voté le 29 juin. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annulé à la dernière minute une visite dans le delta du Niger, dans le sud du pays. Une décision prise après une nouvelle attaque qui a frappé notamment un navire de la Compagnie nationale de pétrole. Une bonne nouvelle toutefois, ce jeudi pour le Nigeria, c'est un Nigérian qui a été nommé secrétaire général de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Il s'agit de Mohamed Barkindo, le PDG de la Compagnie nationale de pétrole du Nigeria. La répression s'est encore accentuée en Gambie, conclusion d'un nouveau rapport publié ce jeudi par Amnesty International. Ce petit pays enclavé dans le Sénégal est dirigé d'une main de fer par Yahya Jammeh depuis 22 ans. Des dizaines d'opposants ont été incarcérés récemment lors de manifestations contre le pouvoir. À la veille du sommet de la CEDEAO à Dakar, la société civile gambienne réclame des sanctions. Écoutez. J'appelle la CEDEAO à reconnaître que Yahya Jammeh viole les droits humains en Gambie. Il a violé la Constitution, il ne respecte pas les droits de l'homme, il a violé des traités, des protocoles et des textes de la CEDEAO et de l'Union africaine sur les droits de l'homme. Donc nous les appelons à prendre des sanctions contre sa personne et pas contre les Gambiens, car nous connaissons les conséquences de ces sanctions. Par exemple, la CEDEAO peut lui interdire de voyager, ordonner le gel de ses biens et aussi négocier avec lui pour le convaincre de quitter le pouvoir. Des propos recueillis par Sarah Sako à Dakar. Et on en vient à cet ultimatum lancé aux insurgés burundais par le chef de l'État. Pierre Nkurunziza a donné 15 jours pour déposer les armes aux rebelles de la commune de Mugamba, située à 80 km au sud de Bujumbura. Dans un message à la télévision nationale, il les a menacés d'une répression semblable à celle pratiquée à Bujumbura rural en 2010. Cette confrontation armée, ce conflit, on va en parler avec notre invité Thierry Vircoulon. Bonsoir. Vous êtes l'un des auteurs d'un rapport d'ICG, International Crisis Group, sur le Burundi, intitulé « Burundi, l'anatomie d'un troisième mandat ». On va tout d'abord regarder une carte
issus de ce travail qui illustre les violences de cette dernière année au Burundi. Expliquez-nous en détail ce qu'on voit. Alors c'est une carte qui n'a pas été faite par Crisis Group, mais qui montre en fait les violences, qui localise les violences au Burundi. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'à partir du début de l'année dernière, et on voit que c'est surtout à Bujumbura que les violences ont commencé, mais que petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, elles apparaissent aussi dans les autres provinces du pays, à l'intérieur du Burundi, et que finalement, le foyer de contestation ne se limite pas à Bujumbura. Et notamment, donc, on voit la province du Bururi, un peu au sud de Bujumbura, des points rouges également. C'est là que se trouve Mugamba, la région où sont les rebelles dont parle Pierre Nkurunziza. Alors, à propos de ce rapport que vous venez de publier avec ICG, vous évoquez notamment la radicalisation du régime et votre crainte d'un retour à la violence ethnique. Pouvez nous expliquer cela ? Oui, je crois qu'on a un risque de retour de l'histoire au Burundi, avec une configuration qui rappelle beaucoup celle des années 90, qui est une sorte de configuration de pré-guerre, où on a à la fois un pouvoir qui est radicalisé, une polarisation ethnique qui est grandissante, alors que les Burundais pensaient avoir tourné la page sur ce point-là, et puis également maintenant 1/4 million de Burundais qui sont à l'étranger, qui sont réfugiés dans les pays de la région, ce qui était aussi le cas dans les années 90, où il y avait un très grand nombre de réfugiés, et avec une situation de violence de basse intensité qui équivaut à un pourrissement de la crise. Avec des exécutions dont on parle ici régulièrement, effectivement, dans certains quartiers contestataires notamment. Vous évoquez également l'opposition dans ce rapport. Quelles recommandations vous faites au sujet de cette opposition civile et armée également ? L'opposition armée, évidemment, on préconise qu'elle change ses méthodes, évidemment qu'elle ne recourt pas à la violence, mais surtout sur le plan politique, il nous paraît extrêmement important que l'opposition parvienne à dépasser ses clivages. Depuis qu'elle s'est retrouvée en exil, elle reste très divisée, et si elle veut avoir une chance dans des négociations futures à venir, il y a les réunions d'Arusha qui sont planifiées pour la fin du mois de juin, il faut que cette opposition arrive à parler plus ou moins d'une même voix. Est-ce que vous pensez encore qu'une sortie de crise est possible ? On a eu une dernière ronde de négociations à Arusha sous l'égide des Tanzaniens. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une issue pacifique ou il faudra une intervention armée ? J'espère que ce que vous appelez le dernier round de négociation est en fait le premier. Alors d'une part, le gouvernement burundais dit qu'il ne s'agit pas de négociation, mais simplement de discussion. D'autre part, le médiateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, qui préside ces discussions, a annoncé que d'ici la fin du mois de juin, il comptait organiser un deuxième round. Et tout son travail consiste à réussir à mettre autour de la même table le CNARED et le gouvernement, ce qui est très difficile à l'heure actuelle. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas voulu discuter effectivement avec le CNARED. Voilà, donc on espère que dans une deuxième étape, cela devienne possible et que un processus de discussion s'enclenche, sachant qu'il n'y a pas de formule magique pour résoudre la situation burundaise et que ça ne va pas être en une semaine de discussion qu'on va trouver un accord. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Journal d'Afrique. J'ajoute un mot sur ce dossier burundais. Washington a ajouté 3 Burundais à sa liste de personnes sous sanction, 2 du côté du pouvoir et 1 du côté de la rébellion armée. Un mot pour vous dire que c'est la 4e édition du festival Nollywood de Paris. Il se déroule du 2 au 5 juin dans la capitale française au cinéma L'Arlequin. 8 longs métrages seront projetés, dont 7 en compétition. Le cinéma nigérian encore méconnu en terre francophone. Et puis au Nigeria, toujours les jeux pour les tablettes et les téléphones mobiles, on le vend en poupe et pour cause. C'est au Nigeria que les ventes de smartphones et de services associés connaissent leur plus forte croissance en Afrique. Et les jeunes créateurs ont bien compris les opportunités qu'offre ce secteur. Regardez ce reportage de Rosie Collier et Moïse Gomis à Lagos. Dans les rues de Lagos, Adebayo prend le temps de regarder et d'écouter autour de lui. Ce jeune créateur développe des jeux pour téléphone et tablettes mobiles. Sa recette du succès, Adebayo se base sur la vie quotidienne au Nigeria. Résultat, près d'1 million de personnes téléchargent régulièrement ces jeux. Nous essayons de nous inspirer des choses que les gens vivent au quotidien. Par exemple, notre premier jeu était basé sur des bus, exactement comme ceux derrière moi. Ici, on les surnomme les chutes, alors qu'ils fournissent et facilitent 80 à 90% des déplacements commerciaux à Lagos. D'abord, penser local pour réussir, telle est la devise de l'équipe de Chop Up, tournée vers le marché nigérian.
Le succès est déjà au rendez-vous avec une vingtaine de jeux produits en moins de 7 ans. Dans un autre quartier de Lagos, une ambiance à la fois studieuse et décontractée. Ici, chez Comic Republic, les dessinateurs empruntent leur graphisme à la mythologie africaine. L'un de nos principaux objectifs est de mettre en valeur le meilleur de l'Afrique. Vous savez, on montre toujours les mauvais côtés de l'Afrique dans les médias occidentaux. Par exemple, on nous parle toujours des conflits qui perdurent, on nous parle des problèmes. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Et nous ici, nous nous emparons de ces bonnes choses et nous les transposons dans nos bandes dessinées. Et le défi est de montrer à la jeunesse nigériane qu'un autre monde est possible avec des super-héros africains. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous d'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.